Alors, comme je vous l'ai dit, il faut avoir un test qui soit spécifique sensible. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, ce que veut dire spécifique et sensible. C'est indispensable, mais il faut aussi savoir utiliser le test. Donc, connaître les caractéristiques du test, connaître la cible que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez l'ARN chez le coronavirus ou la protéine spike? Donc, selon ce que vous allez rechercher, vous allez prendre l'un ou l'autre de ces tests. Et puis, après, il faut interpréter les résultats. Interpréter les résultats, c'est normalement connaître les statistiques, les calculs de probabilité. Alors, non seulement les formules de calcul, que je ne vous présenterai pas ici, mais savoir, bien sûr, interpréter ces analyses statistiques et de probabilité. Alors, même sans rentrer dans le détail de tous ces tests et de ces analyses mathématiques, quelques mots sur la façon de procéder. Alors, une des premières étapes qu'on va réaliser, en admettant bien sûr qu'on ait déjà le test et puis qu'on sache la cible que l'on cherche, on va établir ce qu'on appelle une table de convergence. Convergence veut dire qu'on va essayer de converger, essayer de réunir. Une table de convergence qui va permettre d'évaluer les résultats d'un test en croisant donc le résultat de ce test. Le résultat du test, il est positif ou négatif. On va croiser le résultat du test avec, par exemple, une analyse médicale, et puis on va dire la personne est malade ou la personne n'est pas malade. Vous voyez déjà que ça pose un problème avec les personnes asymptomatiques. Bon. Et on va donc voir s'il y a une convergence entre donc, les résultats du test et les résultats de l'analyse médicale. Alors, la réponse n'est pas oui ou non. C'est pas il y a convergence ou il n'y a pas convergence. En fait, il y a au moins quatre situations possibles. Première situation, vous avez une personne qui est malade et le test, il est positif. Donc, dans ce cas, on a ce qu'on appelle un vrai positif et on peut bien dire qu'il y a convergence entre le résultat du test, qui est positif, et le résultat de l'analyse médicale, la personne est malade. Deuxième possibilité, la personne est saine et le test est positif. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle un faux positif. Et évidemment, il n'y a pas de convergence entre le résultat du test et le résultat de l'analyse médicale. Troisième possibilité, vous avez une personne qui est malade et le test est négatif. Donc, dans ce cas, on a ce qu'on appelle un faux négatif. Et là aussi, on est dans une situation où il n'y a pas de convergence entre les résultats du test et le résultat de l'analyse médicale. Enfin, la quatrième possibilité, vous avez une personne qui est saine et le résultat est négatif. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle un vrai négatif et il y a à nouveau une convergence entre les résultats du test et les résultats de l'analyse médicale. Donc, vous voyez qu'il y a, je dirais, une chance sur deux qu'il y ait une concordance, donc que le résultat soit fiable, en prenant ce critère de convergence ici. Donc, vous voyez, déjà, on voit que ça ne marche pas à tous les coups, hein, comme on dit. Alors, on va quand même préciser un peu. Alors, partant donc de ce résultat, on va établir cette fameuse table de convergence. Donc, ici, on a donc l'analyse médicale, soit vous êtes malade, soit vous n'êtes pas. Et puis, le test, il est ou positif ou négatif. Donc, vous avez les vrais négatifs, les faux négatifs,
les faux positifs, les vrais négatifs. Alors ici, on a fait la somme de tous ceux qui sont positifs. Ici, sur cette ligne, c'est tous ceux qui sont négatifs. Ici, tous ceux qui sont malades ou tous ceux qui ne sont pas malades. Et N représente le nombre total d'individus qui a été testé ici. Alors, ça, on va dire, c'est relativement facile hein, à obtenir. En termes de fiabilité, bon, on va voir un petit peu plus. Alors, lorsqu'il y a convergence, alors vous voyez que déjà, il y a convergence, comme je vous l'ai dit, quand vous avez les vrais positifs et les vrais négatifs. Donc, convergence dans la moitié ici des 4 situations possibles. Donc, quand vous avez convergence pour ces vrais positifs et ces vrais négatifs, on peut calculer ce qu'on appelle des valeurs prédictives. Prédictive, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va essayer à partir de ce test de faire des prédictions, de prédire. On va donc, en fonction des résultats, essayer de dire si un individu il est malade ou pas malade. Encore une fois, ça peut paraître évident, mais n'oubliez pas qu'on peut être asymptomatique ou avoir des signes cliniques très forts ou des signes cliniques très discrets. Donc, différentes situations sont possibles. Alors, ce qu'on va appeler tout d'abord la valeur prédictive positive, sous-entendu bien sûr d'un test, la valeur prédictive d'un test va justement reposer sur la spécificité du test qui a été utilisé et sur ce qu'on appelle la prévalence de l'anomalie biologique qui peut être dépistée. Comprenez bien que si vous avez une personne qui est malade sur 100, vous pouvez facilement, on va dire, la repérer. Si vous avez une personne qui est malade sur 10 millions, la prévalence est tellement faible que même si votre test il est très spécifique, vous risquez de ne pas retrouver cette personne sur 10 millions. Donc, il faut, je dirais malheureusement, hein, qu'il y ait beaucoup de personnes malades pour qu'on puisse les repérer. Hein. Alors, la valeur prédictive positive, qu'on appelle tout simplement VPP, en abrégé, la valeur prédictive d'un test, c'est une probabilité. C'est la probabilité que lorsque l'individu est testé positif, eh bien, il présente bien une anomalie biologique, clinique, peu importe, si vous voulez, l'anomalie biologique relative à la substance incriminée. De même, on parlera de valeurs prédictives négatives, donc on l'appelle VPN en abrégé. C'est la probabilité qu'un individu qui est testé négatif ne présente pas d'anomalie biologique. Alors, ces valeurs prédictives positives, négatives, on peut les calculer. Alors, en reprenant ici le même document, je vais simplement mettre des chiffres sur ces documents. Donc là, je vous rappelle que j'avais des vrais positifs, etc. Donc, j'ai fait encore une fois, c'est à partir de la table hein, de convergence hein, que j'ai mis des chiffres. Alors, vous avez donc, vous voyez, vous avez 115 personnes qui sont malades, peu importe le résultat du test, et 85 personnes qui ne sont pas malades, là aussi, quel que soit le résultat du test. On a admis dans cet exemple hein, qu'on avait 100 personnes positives, 100 personnes négatives. Donc, pour un total de 200 personnes ici.
Alors, quand il y a convergence, je vous rappelle qu'il va y avoir convergence pour les vrais positifs et les vrais négatifs, ici, on va donc pas pouvoir calculer ces valeurs prédictives, et alors, positives ou négatives selon, selon les cas. Alors, comment on va faire? Je vous propose tout d'abord de passer à une valeur prédictive positive. Donc, je reprends la même table et ici, je vous rappelle que la valeur prédictive positive, elle dépend des vrais positifs. Alors, il faudrait en fait voir ce document avec les chiffres qui sont là. Donc, je vous demande de me faire confiance. Voilà. La valeur prédictive positive, c'est donc le nombre de personnes qui sont vraiment positifs et qui sont malades par rapport au nombre total de positifs. Donc, vous faites ce calcul ici. Encore une fois, j'ai pris les chiffres du tableau que je vous ai présenté avant et je trouve une valeur prédictive positive de 0,90. On a souvent l'habitude aussi d'exprimer les résultats en pourcentage. Donc 0,90, si je multiplie par 100, ça fait 90%. 90%, ça signifie que, eh bien, ici, si effectivement vous êtes malade, il y a 90 chances sur 100, 90%, que effectivement le test soit bien positif et surtout en rapport bien sûr avec l'agent pathogène auquel vous aviez pensé. De même, on va calculer la valeur prédictive négative. Alors, encore une fois, je prends les mêmes chiffres ici, mais je calcule maintenant à partir des faux négatifs. Alors, je passe, voilà. Ici, donc, je prends cette série-ci et j'arrive à 0,75 ou 75%, encore une fois, selon le chiffre que je vais prendre. Comment on l'interprète ici? Eh bien, ça veut dire que si vous prenez une personne de ce groupe ici, donc une sur les 75 qui sont là, eh bien, si effectivement elle n'est pas malade, eh bien, a priori, il y a 75 chances sur 100 pour que le test soit bien négatif. Donc, vous voyez bien que ce n'est jamais une fiabilité à 100%. Il y a toujours des choses qui ne vont pas aller. Alors, ce même type de tableau, je vous rappelle, quand je dis même type de tableau, c'est celui-ci, le départ, la table de contingence. Ce type de tableau va permettre de calculer la sensibilité et la spécificité. On rappelle deux critères importants pour parler de fiabilité. Alors, à partir de ce tableau, je vais déjà vous montrer comment on utilise ce tableau pour calculer la sensibilité. Donc ici, il faut être malade et puis évidemment que le test soit positif. Donc, à partir de ce chiffre, on a une sensibilité de 0,78 ou 78%. Ici. De même, on pourrait calculer la spécificité. Alors, attendez, juste une petite quand même précision. 78%, ça veut dire que, eh bien, il y a 78% de chances que vous retrouviez cette convergence entre le fait d'être malade et le fait d'être positif. Vous voyez qu'on n'est pas à 100%. Ce n'est pas parce que le test est positif et que vous êtes malade que forcément les choses sont réglées une bonne fois pour toutes. En ce qui concerne la spécificité, alors on part même table de convergence, on arrive à une spécificité de 0,88 ou 88%. Ça veut dire qu'effectivement, il y a 88% de chances
pour que le test utilisé soit négatif lorsque, effectivement, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas malade. Donc, vous voyez que c'est important d'établir la table de convergence, puisque finalement, c'est le point de départ de tous les calculs. Donc, avec mon exemple, j'ai donc une sensibilité, je vous rappelle, de 0,78 et une spécificité de 0,88. Et vous voyez qu'en plus, ces deux paramètres ne sont pas égaux. Le hasard, j'avais pris un autre exemple, j'aurais très bien pu trouver la même valeur pour la sensibilité et pour la spécificité. Mais volontairement, j'ai pris des chiffres qui montrent que ce n'est pas obligatoire. Hein, on peut trouver des situations, des situations différentes. Alors, le test n'étant pas fiable à 100%, comment on va faire en pratique? Alors, on part bien sûr de l'idée que le test sera d'autant meilleur qu'on va se rapprocher des 100%, ce qui paraît bien sûr logique. Mais des 100%, aussi bien pour la spécificité que pour la sensibilité. Les deux paramètres doivent se rapprocher de ce 100%. Pourquoi? Imaginons que vous ayez un test dont la spécificité est très bonne, mais par contre que la sensibilité n'est pas bonne, peu importe les pourcentages. Donc, vous avez une très bonne spécificité, une faible sensibilité. Dans ce cas, le test de dépistage, il y a peu de chances qu'il soit utilisé, puisque comme il est peu sensible, il y a peu de chances que vous trouviez quelqu'un qui soit réellement malade. Maintenant, la deuxième possibilité, vous avez un test dont la sensibilité est très bonne, mais la spécificité est faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas non plus vraiment utiliser votre test parce que vous allez être capable de dire « Ah, effectivement, la personne, elle est malade », mais comme le test est peu spécifique, vous ne pourrez pas dire « La personne est malade à cause du coronavirus ou à cause du virus de la grippe ou d'un autre virus, peu importe. » Donc, vous voyez que on est limité dès que vous avez un problème, avec ou la sensibilité ou la spécificité. Alors évidemment, si la sensibilité et la spécificité, si les deux ne sont pas bons, le test ne sera pas utilisé. Qu'est-ce que l'on a, on va dire, dans la situation courante? Donc, on élimine bien sûr les mauvais tests. Encore une fois, vous allez me dire, c'est évident, mais quand vous avez un test, au départ, vous ne pouvez pas savoir s'il est sensible ou s'il est spécifique. Donc, vous utilisez ce test avant même de savoir si les résultats seront fiables ou pas. Et c'est qu'une fois que vous avez les résultats, que vous gardez votre test ou que vous passez un autre test. Alors, prenons donc le cas général, maintenant, une fois qu'on a éliminé, on va dire, ce qu'on appelle les mauvais tests. Alors, pour la spécificité. Alors, pour la spécificité, il peut se passer plusieurs choses. Vous pouvez avoir, par exemple, des tests qui présentent ce qu'on appelle une spécificité d'organe. C'est-à-dire qu'un test, il va en plus être capable de vous dire, voilà, il y a un problème, mais le problème se situe au niveau du foie, ou au niveau du rein, au niveau du poumon, enfin, je dirais, peu importe, c'est ce qu'on appelle la spécificité d'organe. Alors, il y a des fois, c'est très utile. Par exemple, avec une maladie respiratoire, si vous avez un effet de votre test qui trouve un problème respiratoire, évidemment, c'est la solution, une bonne solution. Si vous avez un test qui vous révèle un problème au niveau du rein, je dirais là aussi c'est une bonne solution quelque part, puisque en faisant une analyse d'urine, on peut retrouver dans les urines une molécule toxique, un déchet métabolique quelconque. Mais des fois, évidemment, c'est beaucoup plus délicat. Et puis, des fois, vous avez
vous n'avez pas d'effet d'organe, c'est-à-dire vous avez un effet, on va dire, global. Vous avez l'impression que, eh bien, vous avez à la fois le foie qui est atteint, la rate, le poumon, etc., etc. Donc, la spécificité, en tout cas, il n'y a pas trop de problèmes généralement avec les spécificités. Quand vous avez une spécificité d'organe qui est mise en évidence par un test, comme je vous l'ai dit, c'est la solution idéale parce que vous allez traiter ou que le poumon ou que le rein, selon les cas. Quand vous n'avez pas d'effet d'organe, vous ne savez pas trop ce qui se passe, bah souvent vous faites un traitement symptomatique, c'est-à-dire vous allez lutter contre la fièvre, par exemple, sans savoir quelle est l'origine de cette augmentation de la fièvre. Ne pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle les réactions croisées, c'est-à-dire que des mêmes symptômes peuvent être produits par des agents pathogènes différents. En ce qui concerne la sensibilité, alors la sensibilité ne pose pas trop de problèmes maintenant. On est capable de détecter des microgrammes et même moins que des microgrammes de substances pathogènes. On a des techniques telles que la chromatographie, la spectrométrie de masse, etc., qui sont des techniques ultra performantes et encore une fois capables de détecter des quantités vraiment très minimes de substances, surtout quand c'est dans le sang d'ailleurs. Bon, avec certains, dans la salive par exemple, c'est un petit peu plus délicat. Alors, même quand vous avez, je reviens sur une notion que j'ai déjà développée, même si vous avez une spécificité, une sensibilité qui sont bonnes, il faut tenir compte de la prévalence, comme je vous l'ai dit, d'une pathologie. Et je dirais malheureusement, plus vous avez de malades, plus c'est facile à étudier, ici. Alors la prévalence, la spécificité, la sensibilité sont pris en compte dans ce qu'on appelle l'indice de Houdon, qui vous est représenté ici, donc sensibilité du test, spécificité -1, Y c'est le symbole. C'est un indice qui est compris entre, si vous vous rappelez les chiffres, si on ne les prend pas en pourcentage, vous vous rappelez, on avait 0,78 et 0,88 ici. Donc, au maximum, vous avez 1. Donc, 1 plus 1 moins 1 égale 1. Donc, au pire, vous auriez 0 et au mieux, vous avez 1. Si vous avez 0, ça veut dire que votre test il est tellement mauvais qu'il vaut mieux pas l'utiliser. Si vous avez 1, ça veut dire que vous avez un test qui est sensible et spécifique à 100%. Et malheureusement, c'est une situation qu'on rencontre quasiment pas. Il y a toujours des petites incertitudes qui peuvent intervenir. Alors, si je reprends quand même les données que je vous ai que j'ai pris avec mon exemple. Donc, vous avez, alors je vais reprendre mes chiffres, 0,78 plus 0,88 moins 1, ça vous fait 0,66. 0,66, ça veut dire que votre test, il est fiable dans 2/3 des cas. Donc, vous voyez que là, en prenant cet indice de Houdon et en tenant compte de la prévalence de la maladie, vous voyez qu'on n'est pas non plus encore à 100% ici. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'on vous donne si vous écoutez les informations actuellement avec l'incidence du coronavirus. Là, on vous dit, voilà, il y a 35 000, 40 000 cas aujourd'hui qui ont été détectés, mais on vous dit jamais, malheureusement, la sensibilité, la fiabilité du test. Et souvent même, on ne vous dit même pas avec quel test les résultats ont été obtenus. Et on va voir qu'il y a justement différents tests après.
Alors, autre paramètre qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est ce qu'on appelle l'efficacité diagnostique. L'efficacité diagnostique, alors, ça porte bien son nom, hein, c'est un paramètre en fait qui permet d'apprécier la proportion de résultats qui sont corrects au sein d'un ensemble, comme je vous ai montré il y a quelques minutes, hein, un résultat, donc un ensemble au sein d'un test. Donc, les résultats vont être dits corrects lorsque les individus sont malades et que le test est positif, ou que les individus ne sont pas malades et que le test est négatif. Hein. C'est-à-dire qu'on va considérer ici, pour le calcul de l'efficacité diagnostique, ce qu'on appelle les vrais positifs et les vrais négatifs. Ici. Alors, en reprenant les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, voilà comment on calculerait l'efficacité diagnostique. Donc, je vous les représenter ici parce que je pense que vous avez oublié un peu les chiffres que je vous ai donnés. Donc, comme je vous ai dit, on prend les vrais positifs, les vrais négatifs. Donc, la somme, c'est donc 90 pardon, plus 75 sur 200, ça vous donne 0,825 ou 82,5%, hein, si vous prenez en pourcentage. Ça veut dire qu'en considérant ce paramètre ici, eh bien, il y a une efficacité de 82,5% de votre test. Donc, vous voyez, le problème aussi qui se pose, c'est que selon le critère que vous prenez, ben, vous n'avez pas toujours le même chiffre. Alors, on est amené à calculer ce qu'on appelle les rapports de vraisemblance, qui peuvent être là aussi positifs ou négatifs. Alors, ce sont des calculs de probabilité, et ces calculs de probabilité, je propose en fait de faire un peu l'impasse dessus, mais d'aller directement au résultat. Alors, en ce qui concerne le rapport de vraisemblance positive, vous voyez qu'il se calcule là aussi à partir de la spécificité et de la sensibilité. Donc, le rapport de vraisemblance positive, c'est la probabilité d'être testé positif quand un individu est malade, ou la probabilité d'être testé négatif, hein, quand vous n'êtes pas, au contraire, quand vous n'êtes pas malade. Donc là, ici, vous avez un rapport de probabilité qui est de 6,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, il y a 6,5 fois plus de chances de présenter un résultat positif quand on est malade que quand on est sain. De même, on peut calculer un rapport de vraisemblance négative. Donc là aussi, ce sont des calculs de probabilité. C'est la probabilité d'être négatif ici quand l'individu est sain, donc quand l'individu est non malade. Donc là, vous avez donc 0,25 fois plus de chances d'avoir un test négatif quand vous êtes malade que quand vous êtes sain.